bonjour Clémentine Baldon. On est ravis de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui pour l'Arbre des Imaginaires. Je me présente. Donc, moi, je m'appelle Loïc. Je suis un des cofondateurs de l'Arbre des Imaginaires et je suis accompagné de Martin, qui est également membre de l'association et à l'origine du projet depuis le début. Donc, Martin, si tu veux peut-être nous dire quelques mots. Bonjour à tous. Merci Loïc de m'avoir donné la parole. Eh bien oui, je suis du coup dans l'association depuis le début. J'accompagne ce beau projet depuis maintenant 1 an et je suis fier d'en faire partie. Et donc, nous accueillons Clémentine Baldon, qui est avocate et notamment impliquée dans l'affaire du siècle, qui a fait beaucoup de bruit et j'espère qu'il va continuer à en faire. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, donc, Clémentine, bonjour ou bonsoir, plus exactement. Peut-être on peut commencer par une question pour en savoir un peu plus sur vous. On en a déjà discuté avant l'enregistrement, mais vous avez aussi eu un parcours de transition personnel pour en arriver jusqu'à l'affaire du siècle et d'autres dossiers d'ailleurs. Et donc, on serait très intéressé d'en savoir un petit peu plus. Oui, bonsoir Loïc, bonsoir Martin. Alors moi je suis donc aujourd'hui avocate, mais avant d'arriver là, j'ai commencé par être avocate, mais plutôt dans les milieux des affaires. Donc j'étais ce qu'on appelle avocate d'affaires et je faisais du droit de la concurrence. Donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans des cabinets plutôt anglo-saxons dans ce domaine-là. Puis, je suis passée par l'entreprise, que j'ai travaillé toujours en droit européen, droit de la concurrence chez Bouygues Télécom. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une sorte de prise de conscience un peu plus large de l'urgence de faire ce qu'on pouvait pour éviter un changement climatique dangereux, des questions de biodiversité. Et comme moi, je suis toujours très passionnée dans mon travail, je me suis dit qu'il était urgent de m'y mettre, y compris dans ma vie professionnelle. Donc, j'ai commencé par travailler en ce qu'on appelle en pro bono, enfin de manière volontaire pour la Fondation Hulot. Je les ai approchés en leur disant qu'ils avaient l'air ils travaillaient sur des dossiers de commerce international. Donc, je leur ai proposé mon aide. Et puis, tout de suite, je me suis rendu compte que j'avais une vraie utilité aussi dans ce type de dossier. Donc, assez vite, j'ai quitté dans mon entreprise et donc j'ai monté mon cabinet. Donc, je suis redevenue avocate à mon compte et cette fois-ci, j'ai complètement changé de spécialité puisque j'ai voulu me dédier surtout à une clientèle d'associations, enfin, quelques entreprises, mais toujours sur des dossiers plutôt à impact. Donc, impact environnemental d'abord et plus largement aussi. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à travailler notamment sur l'affaire du siècle. Super, merci beaucoup pour la présentation du parcours. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir avec les questions suivantes. Martin, je te laisse peut-être la suite. Donc on a vu que vous avez participé sur l'affaire du siècle. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots sur la manière dont cette affaire du siècle a été menée, devant quelle juridiction ça a été porté et quelle est la portée juridique de la décision, dans quel contexte juridique ça s'inscrit, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Alors, l'affaire du siècle, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans un mouvement mondial de ce qu'on appelle des recours climatiques. En fait, elle a été inspirée par une affaire similaire qui a été portée aux Pays-Bas par l'association Urgenda, qui a, comme nous, intenté une action contre les Pays-Bas pour demander à ce que le pays fasse plus et fasse plus vite en matière de changement climatique. Concrètement, que les Pays-Bas rehaussent leurs ambitions de réduction de gaz à effet de serre. Et donc, ils ont gagné. Donc, c'était une première victoire historique. Et de là a été inspiré des procès similaires un petit peu partout. Et donc, l'affaire de siècle vient de là. Elle a été portée par 4 associations, donc, dont la Fondation Hulot que je représente, devant le tribunal administratif de Paris. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors c'est un peu complexe, on ne va pas aller dans les détails, mais au même moment, une affaire aussi similaire en France a été portée par la commune de Grande-Synthe, celle-ci devant le Conseil d'État.
Et les deux affaires ont suivi leur cours et ont donné lieu à des décisions qui sont d'ailleurs assez similaires, qui sont des victoires pour chacune d'entre elles. Et donc, sans rentrer dans les détails, on a eu des premières décisions, alors pour l'affaire du siècle, le 3 février dernier, dans lequel le tribunal administratif a reconnu que l'État avait tout d'abord une obligation d'agir en matière climatique. Donc déjà, ça, c'est une portée très forte parce que c'est nouveau. Il y avait un vrai débat là-dessus, de savoir si les obligations, enfin, si les engagements que l'État prend en disant, dans le cadre de l'accord de Paris ou au niveau national, en disant qu'il s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre à un certain niveau, savoir si c'était contraignant. Donc sur ça, ça a été reconnu, c'est un premier pas. Le deuxième, c'est que l'État n'en a pas fait assez. Ça, on le savait, parce que c'est scientifiquement prouvé que la quantité d'émissions avait été supérieure à ce qui était prévu par la trajectoire. Mais de là à conclure que c'était un manquement juridique qui engageait la responsabilité de l'État, ça c'était la deuxième étape. Donc sur ces deux points-là, nous avons une victoire. Et reste la troisième étape, dans laquelle le tribunal a décidé de faire ce qu'on appelle un supplément d'instruction, enfin d'ordonner un supplément d'instruction, c'est-à-dire de prolonger les débats pour décider si oui ou non il est nécessaire d'imposer à l'État de nouvelles mesures, c'est-à-dire vraiment de lui imposer concrètement d'agir plus que ce qui est prévu pour réduire les gaz à effet de serre de la France, et si oui, quelles mesures. Donc on en est là, on est en plein dedans. On s'échange à nouveau des mémoires, des rapports d'expertise, etc., pour aller nous, collectif Affaires du siècle, démontrer que tout ce qui est prévu actuellement, et notamment tout dans le cadre du projet de loi en cours climat et résilience, n'est pas suffisant pour permettre à la France d'atteindre ses engagements au titre de l'accord de Paris. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques éléments de contexte qui, j'en suis sûr, seront très utiles pour les non-juristes. Je laisse Loïc enchaîner si tu le veux bien. Oui, vous l'avez, je pense, bien dit, il y a un collectif derrière tout ça. Et ce qui nous intéresserait peut-être de comprendre, c'est quel est l'écosystème d'acteurs, en fait. Donc, effectivement, les 4 associations parties prenantes de l'affaire du siècle, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres acteurs autour, avocats, experts, etc. Et donc, peut-être ce serait intéressant d'en savoir un peu plus sur qui a fait monter cette affaire qui effectivement nous inspire beaucoup dans le monde militant. Alors, c'est vraiment pertinent comme question, parce que si l'affaire du siècle a eu les retombées médiatiques et l'importance qu'elle a eu, c'est bien entendu pas uniquement grâce à nous, les avocats, et grâce au dossier, c'est que dès le départ, elle a été vue comme une action aussi de mobilisation. Parce que si on se replace le 18 décembre 2018, quand on a lancé, le même jour, donc, où nous, avocats, avions préparé l'équivalent d'une lettre en demeure, en gros, au gouvernement pour leur demander de faire plus, il y a eu la pétition en ligne qui a été lancée, et aussi une vidéo, donc avec des youtubeurs et certaines stars, enfin, je sais pas, je pense à Marion Cotillard, Juliette Binoche, Elie Semoun, etc. Et donc tout ça, déjà, il y avait ce collectif-là, et ça a été coordonné par un collectif qui s'appelle On est prêt. Et donc, ils ont énormément joué à rendre visible cette action dès le début, et ce qui a fait que la pétition, elle a été signée par 1 million de personnes en 24 heures et par 2,3 millions en quelques semaines, ce qui est donc le record absolu, et ce qu'on n'attendait pas du tout. La vidéo, pareil, elle a été vue 15 millions de fois. Et donc, le collectif, c'est donc non seulement les 4 ONG, Fondation Hulot, Greenpeace, Oxfam, Notre Affaire à tous, les avocats de chacun, puisque chaque ONG est représentée par ses avocats, les bénévoles juristes de Notre Affaire à tous, qui est une association de juristes, et ce sont eux les premiers à avoir eu l'idée concrètement et être allés voir les autres ONG, les chargés de plaidoyer de chaque ONG qui ont presque autant posé que nous, les avocats et juristes, les personnes de la com et tout l'écosystème autour de youtubeurs, de stars, d'organisations comme On est prêt. Donc, c'est vraiment… Et j'oublie, quand on a lancé aussi, il y avait des témoins, donc quelques personnes assez emblématiques qui venaient expliquer pourquoi eux, ils voyaient très concrètement les impacts du changement climatique. Donc, il y avait un glaciologue, il y avait une personne qui avait des vignes,
Et puis, au cours de route, comme ces 2,3 millions de signataires, on voulait d'une manière ou d'une autre les associer. Alors, ils ne pouvaient pas être co-demandeurs d'un point de vue juridique, ce n'était pas possible. Mais on a eu, je crois, 100 000 personnes environ qui ont répondu à quelque chose qui s'appelle les témoins du siècle et qu'on a produit. On n'a pas tout produit, mais on a produit certains extraits devant le tribunal. Donc, l'écosystème, il est vraiment très, 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 très riche et très important. Et je ne parle même pas de tout l'aspect international, puisque bien entendu, on se parle, on va regarder ce qui se passe ailleurs, on va regarder les autres jugements, entre avocats potentiellement des échanges. Donc c'est tout ça l'écosystème de l'affaire du siècle. C'est très intéressant et effectivement, on voit bien la diversité des compétences qu'il faut rassembler pour arriver à ce résultat qui est un résultat intermédiaire en plus, comme vous l'avez dit, hein, puisque le combat continue. Il y a encore des choses à faire avancer par cette voie-là. Je laisse d'ailleurs Martin continuer peut-être à explorer cette voie. Oui, alors on a donc évoqué le contexte général du contentieux climatique, des recours climatiques. Vous avez évoqué notamment l'arrêt du Conseil d'État commune de Grande-Synthe. Quelle différence voyez-vous un peu entre ces deux décisions? Quel impact pour l'une, quel impact pour l'autre, quelle portée pour l'une, quelle portée pour l'autre? Si vous pouvez nous éclairer, puisque les non-juristes ne savent pas toujours comment distinguer ce qui sont parfois que des manchettes de presse pour eux, et contrairement aux juristes un peu plus aguerris. Oui, enfin, je vous rassure, même les juristes, ils ne savent pas non plus. Hein. C'est quand même un tout petit peu complexe. Et puis, il est vrai que dans la com, on a tendance à associer les deux affaires. Pourquoi on les associe? Parce que dans l'affaire Grande-Synthe, en fait, le collectif Affaires du siècle, nous nous sommes portés ce qu'on appelle intervenant. Nous avons fait une intervention volontaire. Donc, c'est-à-dire les 4 associations sont aussi parties. Donc finalement, les deux affaires se sont liées, enfin, ont en commun quand même le fait que l'affaire du siècle est partie aux deux. Et devant le Conseil d'État, donc c'est une décision qui a été rendue quelques mois avant, qui a été rendue en novembre, le Conseil d'État avait déjà ouvert la voie. Alors, ce n'est pas exactement le même fondement juridique, mais honnêtement, je pense que ça serait un peu technique. C'est-à-dire que devant le Conseil d'État, c'est ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir. C'est-à-dire que ce qui est attaqué formellement, c'est le refus du gouvernement de prendre des mesures supplémentaires, mais on ne cherche pas la responsabilité de l'État. On cherche juste à ce que le Conseil d'État enjoigne, c'est-à-dire ordonne à l'État de faire plus. Devant le tribunal administratif, donc l'affaire du siècle en tant que telle, ça va un petit peu plus loin parce qu'on demande à ce que l'État soit en plus reconnu responsable des manquements passés et qu'on lui ordonne aussi de réparer ce qu'on appelle le préjudice écologique qui est lié à ces manquements. Mais tout ça, c'est très technique juriste, donc je pense que ce que peut retenir le grand public, on n'a pas besoin d'aller dans ce degré de détail, c'est que ces deux affaires qui sont liées et qui s'alimentent entre elles, et que le Conseil d'État avait déjà ouvert la voie, parce que le Conseil d'État, dans l'arrêt commune de Grande-Synthe, avait déjà reconnu que les obligations de l'État de lutte contre le changement climatique présentaient un caractère contraignant, enfin de manière implicite. Donc déjà, c'était la première marche dont je vous parlais tout à l'heure qui était passée. Et ça allait encore plus loin dans l'affaire du siècle devant le tribunal administratif, parce que le tribunal administratif a aussi reconnu que l'État, du coup, était responsable, avait engagé sa responsabilité et avait entraîné un préjudice écologique. Mais dans les deux cas, des mesures d'instruction supplémentaires ont été ordonnées. Donc, dans les deux cas, nous sommes en train encore de produire des mémoires pour expliquer quelles mesures doivent être ordonnées. Donc, elles sont vraiment très, très liées. Merci beaucoup. On voit aussi que jusqu'à maintenant, il semble que les recours climatiques se concentrent surtout contre l'État, contre les institutions publiques, les autorités publiques. Est-ce qu'il existe une stratégie contre les entreprises qui aurait notamment permis la loi de 2017 sur le devoir de vigilance qui permettrait de contraindre les entreprises à communiquer sur leurs mesures en faveur du changement, contre le changement climatique plutôt, plus qu'en faveur? Oui, alors tout à fait. C'est clair que c'est complètement dans le viseur. C'est complètement dans le viseur des ONG, des avocats. Il est clair que l'État ne peut pas tout, même si l'État a un rôle spécifique de régulateur des comportements,
peut, par des leviers comme la fiscalité, comme les interdictions, peut faire beaucoup. Donc c'est bien d'ailleurs pour ça que le tribunal administratif dans l'affaire du siècle a reconnu qu'il y avait bien un lien de causalité et bien une imputabilité, c'est-à-dire que l'État quand même a une responsabilité particulière, et d'ailleurs c'est lui qui s'engage, mais les entreprises aussi. Donc les entreprises, ce n'est pas le sujet de l'affaire du siècle, mais effectivement, c'est le sujet des actions qui commencent à se lancer sur la loi que vous mentionnez, qui est la loi sur le devoir de vigilance, qui oblige des entreprises d'une certaine taille à inclure dans leur rapport de gestion, enfin dans ce qu'on appelle leur reporting, ce qu'on appelle un plan de vigilance dans lequel ils doivent se soucier de tout ce qui se passe dans leur chaîne de valeur, leurs fournisseurs, etc. Non seulement pour identifier et minimiser les risques de violation des droits de l'homme, mais aussi les risques de violation de l'environnement. Et il y a déjà un cas qui a été lancé contre Total, dans lesquels justement des associations, dont notamment notre affaire à tous, qui est aussi partie à l'affaire du siècle, demande à Total aussi d'identifier ses risques en matière de sa participation à l'aggravation du changement climatique. Donc, on voit que tout est lié. Donc ça, c'est une voie d'action. On verra ce qu'elle donnera, mais elle est très intéressante. Et il y a de plus en plus aussi d'autres types de voies d'action qui sont utilisées. Et ça va forcément aller en croissant. On voit qu'il y a une appétence pour utiliser la voie juridique parce qu'elle présente certaines caractéristiques d'efficacité qui montre à certaines ONG que c'est un instrument parmi d'autres. L'affaire du siècle a un peu ouvert la voie, donc ça va aller en croissance sur la loi sur le devoir de vigilance, mais je vous dis sur d'autres thèmes. Enfin, moi, je suis en plein dedans aussi sur d'autres sujets. Quel sujet Alors, je ne peux pas tout. Il y a des choses qui sont un peu confidentielles, donc je ne peux pas encore. En gros, on essaye alors, on n'est pas encore sur un recours en responsabilité directe, mais ça viendra peut-être. Et en fait, on est à un moment où vraiment les associations veulent mobiliser tous les outils. Donc, ça peut aller du reporting extra-financier, donc la loi sur le devoir de vigilance, mais même les règles classiques, puisqu'aujourd'hui, des entreprises cotées, les entreprises financières doivent rapporter beaucoup de choses. Donc, quand je dis rapporter, doivent rendre public beaucoup de choses. Donc, il y a ça, c'est un outil. Il y a des outils comme les pratiques trompeuses. Donc là, on est plutôt sur des choses comme greenwashing, etc. Il y a la responsabilité civile classique. Donc tout ça est en train d'être mobilisé par l'écosystème et à mon avis va aller de plus en plus, va aller vraiment crescendo, notamment en France. Merci beaucoup. On voit donc qu'il y a une forme de palette assez large qu'offrent les outils juridiques pour sauver le climat. Je ne sais pas si Loïc a une question pour rebondir sur ce point. Oui, en fait, déjà, je me posais la question. Là, on a parlé des recours contre les États et en émergence contre les entreprises. Effectivement, sur certains sujets, on voit que notamment les plans de lutte des entreprises pour les mesures contre le changement climatique liées à leur activité, les plans qui sont présentés sont assez déficients et dans certains cas même absents. C'est ce qui ressort là de l'analyse récente, je crois, de notre affaire à tous. Donc voilà, c'est probablement une brèche qui va continuer à se développer. Est-ce que la question, ce serait, est-ce que dans ces affaires-là, l'affaire du siècle par exemple, Commune de Grande-Synthe ou d'autres affaires, est-ce que ça permet de rappeler le droit ou est-ce que finalement on crée du droit par ces affaires-là et on fait avancer du coup par la jurisprudence l'état du droit? Je reviens un moment sur les entreprises. Après, il ne faut pas non plus les diaboliser, les entreprises. Il y a quand même des entreprises qui essayent de faire les choses bien. Et puis, les entreprises, c'est plein de gens. Et même certaines personnes dans les entreprises sont contents d'avoir certains aiguillons, comme même des recours contre eux qui les font avancer. Donc, je sens quand même je sens qu'il y a quand même un mouvement. Et donc, ça tombe bien, les procès qu'on lance, ça va les faire bouger encore plus. Mais je sens qu'il y a un mouvement qui vient de partout, des financiers aussi, des actionnaires, etc. Donc, je suis assez optimiste quand même
qu'à terme, les entreprises aussi vont se mettre sur la bonne voie. Si en plus les consommateurs arrêtent d'acheter des produits qui sont néfastes, ça ira encore plus vite. Donc voilà, pour revenir à ce point-là, que je pense que du coup l'étude juridique participe. Est-ce que ça crée du droit ou est-ce que ça ne fait qu'appliquer ? C'est un petit peu un mythe de se dire que le droit, que les procès ne font qu'appliquer le droit. On sait bien qu'en fait, le droit à un procès, c'est toujours éminemment politique. Une décision de justice, c'est-à-dire qu'elle applique le droit, mais elle l'interprète. Donc la jurisprudence, on a un peu cette fiction de se dire en France, le droit, c'est dans le code, on applique, etc. Mais une décision de justice, elle s'inscrit toujours à un moment, dans une société. Donc forcément, il y a des interprétations qui sont faites et ça crée, par exemple, là, dans l'affaire du siècle, on a pour la première fois fait reconnaître que ce qu'on appelle le préjudice écologique, c'est-à-dire pouvoir faire indemniser la nature en tant que telle et non pas un préjudice personnel, des préjudices qui sont financiers d'une personne, mais pouvoir permettre à des associations d'être porte-voix en fait, pour demander la réparation d'un préjudice à la nature en tant que telle. Donc, c'est la première fois qu'on peut le demander devant des juridictions administratives contre des personnes publiques comme l'État. Donc ça, par exemple, c'est nouveau. Donc là, c'est une création. Alors, quand vous disiez la décision, vous ne le voyez pas. Si vous n'êtes pas au courant, vous ne comprenez même pas. Mais en fait, c'est la première fois que c'est fait. Donc ça, c'est créatif. C'est la première fois qu'on reconnaît que l'État a une obligation positive de lutte contre le changement climatique. Donc, clairement, ça crante des marges, ça apporte une interprétation au droit existant, mais donc ça en crée du nouveau. Mais je veux dire, ce n'est pas spécifique à cette affaire, ça a toujours été comme ça. Là dans tout étudiant en droit, dans son premier cours de droit sur les sources de droit, a appris que les sources, c'est les sources écrites, la loi, les décrets, les règlements, le droit européen, et après les sources, la jurisprudence est vue comme la deuxième source de droit. Tout à fait. Du coup, là, on a parlé beaucoup de l'impact positif du droit, le droit comme un levier finalement pour atteindre des objectifs de respect de l'environnement, de donner des droits à la nature, de forcer à se mettre dans une trajectoire bas carbone compatible avec les accords de Paris, etc. Est-ce que selon vous, le droit peut également parfois être un frein finalement à la transition écologique ? Alors malheureusement, oui, hein, complètement. Et ça peut être un grand frein d'ailleurs. Et parce qu'effectivement, le droit, c'est un outil, hein, donc l'outil peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. Il y a notamment un droit qui est assez problématique et qui est souvent vu comme un verrou, et il est important de le faire sauter, ce verrou. C'est le droit international des échanges internationaux, notamment le droit de l'OMC et aussi ce qu'on appelle le droit des investissements, le droit de l'investissement, c'est-à-dire des traités notamment d'arbitrage dans lesquels les États acceptent de se faire attaquer par des multinationales dans le cas où ils prendraient des réglementations qui viendraient frustrer leurs espérances légitimes, comme on dit. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, un investisseur qui va, dans le pire des cas, un investisseur qui exploite, je sais pas, une mine de charbon dans un pays. Enfin non, je vais vous donner un exemple réel d'ailleurs. Par exemple, en Allemagne, donc ça, on appelle ça des accords d'investissement. En Allemagne, à la suite de Fukushima, la chancelière a décidé d'arrêter de sortir du nucléaire et avec un calendrier. Et tout de suite, l'Allemagne s'est fait attaquer sur le fondement de ces traités, ces accords d'investissement avec des demandes d'indemnisation de plus de 4 milliards d'euros. Et là, ils viennent de transiger, je crois, là, pour quelques milliards, je crois, autour de 2 milliards. Et de la même manière, il se passe la même chose avec le charbon. Donc, en tant que tel, ce n'est pas complètement illégitime d'avoir certaines indemnisations quand une entreprise avait de bonne foi fait des investissements et que vraiment de manière totalement non prévue, par exemple un contrat n'est pas respecté. Mais là, la difficulté avec ces accords d'investissement, et notamment il y en a un dont on parle beaucoup qui s'appelle le traité de la charte de l'énergie,
c'est que c'est un peu des chèques en blanc et qu'en plus, la manière dont ils sont traités, ce ne sont pas des juges, ce sont des arbitres qui ne sont pas soumis aux mêmes règles de conflit d'intérêts que des vrais juges. Il y a beaucoup de problèmes qui vont de l'opacité à beaucoup de choses. Donc ça, typiquement, c'est un gros frein. Parce qu'il n'y en a pas des centaines des actions comme ça en arbitrage, mais la simple crainte pour un État de se voir attaquer et d'avoir le risque de devoir indemniser à plusieurs milliards d'euros, c'est un tel risque, ça peut être un vrai frein à des décisions qui peuvent être d'intérêt général. Donc là, je vous ai parlé du nucléaire, on n'est pas complètement dans... Enfin, le nucléaire, ça dépend comment on interprète, mais ça peut être pareil, bien sûr, pour le pétrole, ça peut être pour plein de choses. À chaque fois, tout État qui va prendre une nouvelle règle d'intérêt général qui va aller forcément impacter les profits escomptés de certains investisseurs peut se voir attaquer. Et en plus, les règles, forcément, enfin, ces sentences arbitrales, souvent, ont une manière d'indemniser le préjudice qui est tout à fait favorable à l'investisseur. Enfin, toutes ces règles-là, pour moi, sont un frein très, très important et dont on espère pouvoir lever avec la modernisation du traité de la Charte de l'énergie qui va se jouer beaucoup. Donc des centaines d'ONG ont signé des lettres, des pétitions, etc. pour qu'on s'en sorte. Et on a après les règles du commerce international plus classiques, donc les règles de l'OMC, qui aussi sont parfois perçues par quelques-uns comme des freins à l'adoption par l'Union européenne ou par la France de règles plus protectrices pour la santé et l'environnement. Mais ça, je pense, pour le coup, même dans les règles d'existence, il y a moyen de les interpréter comme laissant quand même la place à certaines règles. Mais il est clair que ce sont d'autant plus des freins que personne ne les connaît, ce sont des règles obscures, donc les seuls qui les connaissent bien, ces règles, c'est les techniciens qui n'ont pas forcément beaucoup intérêt de les faire évoluer. Donc ça, il faut s'y intéresser, même si c'est complexe. D'ailleurs, les règles européennes, vous les classeriez dans quelle catégorie? Enfin, j'imagine que ça dépend, mais... Oui, non, mais c'est une bonne question. Les règles européennes, en ce moment, elles sont plutôt favorables, puisque depuis que la commissaire a annoncé, que la Commission a annoncé l'adoption du Green Deal, il y a quand même un renouveau des règles. Donc, il y a pas mal de choses qui vont dans le bon sens. Après, ce qui pêche, c'est l'absence de cohérence entre toutes les règles au niveau du droit européen. Donc, par exemple, c'est quand même l'Union européenne qui va conclure à chaque fois de nouveaux traités, des traités commerciaux, par exemple le CETA avec le Canada, dans lequel il n'y a pas seulement la baisse des droits de douane, mais il y a aussi tout un nombre de normes que s'impose l'Union européenne elle-même et qu'elle impose aux États membres et qui vont complètement verrouiller la capacité des États membres et de l'Europe à prendre certaines règles. Donc ça, par exemple, je le vois. Alors, on est dans le droit international, mais c'est quand même l'Union européenne qui accepte de signer. Et au sein même de l'Union européenne, il y a un peu de tout. Je dirais que ça va plutôt dans le bon sens. Moi, en tout cas, j'utilise plus le droit de l'Union européenne. C'est plutôt un levier pour moi, un instrument que l'inverse. Bon, super. Bah, du coup, ça ira peut-être à contre-courant de préjugés qu'on peut avoir. Donc, c'est tant mieux si le fameux Green New Deal peut contribuer à donner un nouveau souffle plus positif côté européen. Autre sujet, on parle beaucoup dans le monde militant de la nécessaire convergence entre la notion de justice environnementale et de justice sociale. Et il y a un certain nombre de sujets où on voit ce lien, d'autres sujets où parfois on les met en opposition. Pour vous, quels sont les liens? Est-ce qu'il y a un lien direct entre la justice environnementale et la justice sociale, et quel serait-il? Clairement, il y a un lien qui existe, ne serait-ce que parce que les premiers, hein, ça devient un peu tarte à la crème, je me le dis, mais c'est vrai que les premières personnes impactées par le changement climatique, ce sont les personnes les plus pauvres, tout en étant les moins responsables. Donc, en tout cas, l'injustice sociale et l'injustice environnementale ont un lien. Après, il n'est pas toujours évident de les faire, d'avancer sur les deux en même temps, parce que, par exemple, l'affaire du siècle là, est encore emblématique, puisque, alors, pas avant même l'affaire du siècle, c'est-à-dire que l'affaire du siècle, elle est arrivée en plein mouvement des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, le détonateur, c'était quoi? C'était
la montée du prix de l'essence, notamment par l'application de l'augmentation de la taxe carbone, qui est une mesure complètement écologique et demandée par les protecteurs de l'environnement, puisqu'il est nécessaire qu'à un moment, l'essence et tout ce qui émet beaucoup de CO2 deviennent chers pour que les comportements changent et considèrent qu'il est moins cher d'utiliser d'autres types de transports, etc. Donc, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu une vraie déconnexion entre les deux mouvements, en tout cas. Et ce qui a été très, très beau, justement, c'est qu'ils se sont retrouvés. Et donc, on est passé des gilets jaunes aux gilets verts, aux gilets citoyens. Et l'année d'après, à un moment, il y a vraiment eu une marche commune dans l'idée de se dire justement, ne nous divisons pas, on a plein de choses en commun. La justice sociale et la justice environnementale sont liées. Et je pense qu'on est arrivé vraiment à le faire en France. Et la Convention citoyenne sur le climat, là, les 150 citoyens tirés au sort pour proposer des mesures pour permettre justement à la France d'atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre, je pense qu'elle le prend aussi en compte. Donc, je pense que c'est très présent. Et si on le fait bien, c'est-à-dire que si certaines mesures écologiques, donc on peut reprendre la taxe carbone par exemple, si elle avait été bien accompagnée avec des aides aux plus démunis, avec bien sûr investissement, transport public, etc., enfin, conçue pour faire en sorte que les plus démunis ne la subissent pas et ne la subissent pas en plus de manière disproportionnée, ce qui était le cas, alors ça marche et les deux vont très bien ensemble. Mais il faut un peu de volontarisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que les écologistes ne doivent jamais oublier l'aspect social et, il faut arriver aussi à montrer à tout le monde que c'est deux réalités qui vont à un moment ou à un autre, de toute façon, être interconnectées. Tout à fait. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais passer la main à Martin, peut-être pour la dernière question. Pour la dernière question, oui. Alors, l'essentiel de notre travail, porte sur la question des imaginaires au sein de notre association, notamment sur notre site L'Arbre des Imaginaires. On se posait la question, quelle était la part de l'imagination qui a été mobilisée dans le cadre de l'affaire du siècle? Comment imaginez-vous le droit dans 20 ans? Est-ce que vous voyez des nouveaux concepts juridiques qui pourraient être utilisés? On parle beaucoup de donner des droits à la nature, à des rivières, notamment en Nouvelle-Zélande, il me semble. Est-ce que vous avez une opinion, quelque chose à partager sur l'importance de l'imaginaire pour construire de nouveaux droits? Oui. Oui, alors je repars de l'affaire du siècle, parce que c'est intéressant. Moi, j'avais été assez frappée au début de me dire, mais comment une action en justice, c'est un petit peu aride quand même, enfin, a pu générer tellement d'adhésion, mais aussi justement beaucoup de gens du monde de la culture. Enfin, qu'est-ce qui fait que cette action, donc plutôt l'action en justice en tant que telle, qui représente quelque chose. Et là, par exemple, dans l'affaire du siècle, je pense que ça a représenté la justice. Je pense que les gens, à un moment, se sont dit, je m'y associe parce que c'est ça, c'est la justice. Il faut que les États respectent ce qu'ils ont dit, la justice. Et donc, en soi, ça a été intéressant parce que c'était déjà en tant que tel, cette action a été le support d'un imaginaire, de dire une action en justice, c'est aussi la justice, je pense. Et après, quels imaginaires on peut avoir dans l'évolution du droit? Déjà, on est en plein dedans. Enfin, quand vous voyez la Convention citoyenne sur le climat, c'est quand même incroyable cette expérience démocratique. Enfin, je veux dire, en France, on est les premiers à avoir 150 personnes tirées au sort, qui vont être formées par les plus grands experts pendant 9 mois et qui vont faire des propositions soumises au Parlement. Enfin, en tant que tel, on est dans l'imaginaire. Enfin, il y a 2 ans, on ne se rend pas compte, mais c'est complètement révolutionnaire. Alors après, c'est jamais aussi bien. Et puis leurs propositions sont changées, il y a plein de choses à dire et c'est bien, il faut se battre. Mais en tant que tel, c'est un exercice démocratique déjà. Enfin, on change, si ça se reproduit. J'espère qu'il n'y aura pas de retour arrière parce que les nouveaux droits, ça va aussi avec une autre manière de les adopter. Et ça a montré quand même que 150 personnes, alors tirées au sort, elles ont accepté. Donc il y a peut-être un tout petit biais parce que ceux qui vraiment n'étaient pas du tout intéressés par l'écologie, peut-être, même s'ils ont été tirés au sort, ils n'ont pas accepté de faire l'exercice. Mais c'était censé être représentatif de la société française. En 9 mois, ils ont vu plein de gens. Et en 9 mois, ils ont fait des
des propositions qui sont vues par certains tellement révolutionnaires qu'ils n'ont même pas voulu les soumettre au Parlement, alors qu'on parle de la société. Donc ça, pour moi, ça c'est un vrai imaginaire, cette façon-là plutôt, alors oui, donner des nouveaux droits, ça viendra peut-être, mais ce que je veux dire, des nouveaux droits, moi en tant que juriste, on en a plein. Après, la question, c'est, parce que le préjudice écologique, ça existe déjà, etc. C'est comment on les met en œuvre, comment on s'en empare. Donc là, on est en plein dedans. Comment on rend tout ça efficace, comment on donne les moyens aussi des pauvres ONG qui sont quand même censées à chaque fois tout faire elles-mêmes. Enfin, il y a un moment. Donc, je pense que là, en tout cas, y compris en France, j'ai l'impression qu'il y a un vrai écosystème de juristes, sociétés civiles, politiques qui ont quand même envie. Donc, j'ai l'impression qu'on sera pionnier. Et je vous dis, moi, le plus pour moi, vraiment, dans l'imaginaire, c'est cette Convention citoyenne pour le climat que je salue et que je trouve être vraiment porteuse d'espoir. Donc, si je résume bien, la question n'est pas tant de créer des nouveaux imaginaires que de les mettre en œuvre et de les vivre aujourd'hui, notamment dans le droit. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas si Loïc a d'autres sujets à balayer. Non, peut-être simplement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour l'année qui vient parmi vos différents projets, on a compris sans dévoiler ce qui est confidentiel, mais voilà, qu'est-ce qui vous porte et qu'est-ce qui vous motive là en ce moment pour les mois à venir? Moi, que je continue à être portée comme ça. Moi, ce qui me porte, c'est mes clients qui sont des gens super, parce que ce sont toutes ces associations qui font avancer les choses dans le bon sens. Donc moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça marche, que ça continue comme ça. Moi, je suis très pragmatique comme personne. Donc moi, j'espère que toutes les actions que je lance, que ça soit plutôt en support de plaidoyer pour ce que j'évoquais, des accords internationaux pour qu'ils évoluent, ou que ce soit plutôt en contentieux, que ça soit efficace et qu'on ait gain de cause, mais c'est plutôt bien parti. Et que cet élan continue et qu'on soit encore plus nombreux, je pense, à avoir envie d'exercer le droit de cette manière-là. Génial, merci beaucoup pour cet échange. C'était passionnant. On se sent privilégié d'avoir pu en discuter avec vous. Et puis, on vous souhaite une excellente soirée. Et pour la petite histoire, ça a été enregistré au moment de l'annonce fatidique, donc on va voir ce qui se passe. Voilà, oui, merci. Merci à vous. Écoutez, ravi si ça peut intéresser. Et beaucoup de chance avec votre projet de l'Arbre des Imaginaires. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt et bonne soirée.